Bonjour à tous. Alors, il y a quelques temps, je vous présentais ma nouvelle acquisition, donc une imprimante 3D. Je vous expliquais un petit peu le fonctionnement, les principes de base. Il y a quelques jours, je vous ai présenté le résultat d'une impression 3D assemblée, peint, même si à la base c'était juste un test. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est mes premières impressions. Alors, pas impression d'imprimante, excusez pour le jeu de mots, c'était pas du tout voulu. Mais plus mes retours d'expérience. Voilà, les retours d'expérience de débutants, parce que bien souvent on trouve des gens qualifiés qui ont l'habitude, qui donnent leurs impressions sur les machines. Donc généralement, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Et je trouve ça intéressant de donner les retours d'expérience de débutants, parce que ça permet vraiment d'avoir ce qu'on a ressenti, les difficultés qu'on a rencontrées et autres, qui ne sont pas forcément toujours mises en avant par les habitués ou les pros dans un domaine donné. C'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo, alors que des avis sur les impressions, il y en a déjà pléthore sur Internet. Donc voilà ce qui motive cette vidéo. Alors, le premier point que je veux aborder, j'en ai déjà parlé, mais je veux vraiment insister sur ce point. L'impression 3D, c'est un loisir, mais ce n'est pas un jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que l'impression 3D, que ce soit par des pots de filament ou par résine, c'est quelque chose qui est dangereux. Alors, le mot peut paraître un peu fort, mais c'est ça. Et encore plus l'impression résine que l'impression 3D, par des pots filaments. Alors, des pots filaments, ce qui se passe, je rappelle rapidement le concept, c'est un filament de plastique qui est fondu et ensuite déposé à certains endroits pour créer la forme. Donc là, on sait que le plastique qui chauffe, ça dégage des gaz qui sont nocifs pour la santé. La résine 3D, c'est la même chose. C'est une réaction photochimique. Et au cours de cette réaction photochimique, il y a dégagement de chaleur. Et avec ce dégagement de chaleur, il y a des dégagements de gaz qui sont toxiques. Alors, est-ce que c'est cancérigène? Est-ce que ça pose des problèmes aux poumons? Le pourquoi du comment, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est toxique et que ce n'est pas à prendre à la légère. Donc, ce n'est pas un loisir pour des enfants. Et on ne met pas son imprimante n'importe où. On ne la met pas dans le salon, encore moins dans une chambre à coucher d'un adolescent qui veut se lancer dans l'impression 3D. Non, non, c'est dans un local généralement éloigné des pièces de vie. Donc le mieux, ça serait un cabanon, un garage, des combles. Pourquoi pas une cave? Moi, mauvais exemple, elle est dans mon bureau, mais elle n'est pas loin d'une fenêtre. Et dans la mesure du possible, j'essaye d'imprimer lorsque je ne suis pas présent dans la pièce, et fenêtre soit entrouverte ou carrément ouverte pour que les gaz puissent être évacués à l'extérieur. Les fabricants mettent souvent en avant des filtres à charbon sur les machines. Faut pas rêver, ça doit sûrement pas filtrer tous les gaz. La preuve, moi, lorsque j'imprimais, il y avait quand même une odeur dans la pièce, même après impression, même après avoir ventilé. Donc ça veut dire que le filtre ne bloque pas toutes les émanations produites par la machine. Il faut également savoir que les fabricants actuellement fabriquent des résines qui sentent de moins en moins mauvaises, voire même qui ne sentent plus rien. Mais attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'odeur que ce n'est pas toxique. La résine reste un produit toxique, qu'elle sente forte ou pas. L'autre point qu'il faut également garder à l'esprit, on ne manipule pas de la résine ou des objets fraîchement imprimés, donc avant nettoyage, sans un certain nombre de précautions. Des gants indispensables, des gants en latex ou des gants souples jetables, des lunettes de protection. Moi j'ai mes lunettes de vue, mais des lunettes de protection pour protéger de toute forme d'éclaboussure. Et le top du top, c'est de s'équiper d'un masque à charbon actif, le même type de masque qu'il faudrait mettre également lorsqu'on pratique la peinture à l'aérographe. Les masques qu'on a tous portés il y a quelques semaines, quelques mois,
Ça protège peut-être des bactéries et des virus, mais ça ne protège pas des émanations toxiques. De même, les masques de bricolage que vous trouvez dans les anciennes de bricolage, hein, les espèces de masques ronds là, qui tiennent avec un élastique, c'est pareil, ça protège de la poussière, mais ça ne protège pas des émanations toxiques. Donc, ça ou rien, on va dire vaut mieux ça que rien, mais ça ne vous protégera pas. Pourquoi des gants? Alors je ne sais pas si la résine a touché, c'est toxique, hein, est-ce que ça passe à travers la peau, j'en sais strictement rien. Par contre, ce que je sais, c'est que si vous mettez de la résine à la lumière et qu'elle commence à polymériser, elle va dégager de la chaleur, et pas qu'un peu. Une résine qui polymérise monte à plus de 70 degrés dans certains cas. C'est le cas également avec les résines bicomposantes, les résines d'inclusion, ça chauffe à la polymérisation. C'est pour ça que parfois, lorsqu'on met ce type de résine dans des dioramas en polystyrène, ça attaque un petit peu les bords. Et ben, la résine, pour la résine 3D, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle va réagir à la lumière. Donc vous mettez un peu de résine sur votre peau, vous essuyez, mais il en reste une fine pellicule. Ça réagit à la lumière, vous allez avoir une brûlure, hein. Donc encore une fois, c'est pas hyper dangereux lorsqu'on prend les précautions qui vont bien, mais ça reste quand même quelque chose où il faut être prudent. Donc je rappelle, imprimante dans une pièce ventilée, aérée, et les principes de base, on ne manipule pas de la résine et encore moins un objet qui vient d'être imprimé, puisqu'un objet qui vient d'être imprimé a de la résine liquide sur sa surface, hein, qui n'a pas polymérisé, hein, qui est dessus, voilà. Gants, masques et lunettes. Donc ça, c'était la petite parenthèse sécurité que je voulais absolument mettre en avant d'aborder tout autre point. Donc maintenant, on va un peu parler de mon expérience de débutant en impression 3D. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, et ce que peut-être certains revendeurs mettent en avant, l'impression 3D, c'est pas facile. C'est pas on achète l'imprimante, on récupère un fichier STL. Alors qu'on soit bien d'accord, je vais parler de l'impression 3D résine, hein. On récupère un fichier STL, on le met dans l'imprimante, on verse la résine, on lance la machine et quelques heures après on récupère l'objet tout beau, tout propre. Non, ça c'est absolument pas la réalité. La réalité est un peu plus complexe. La réalité est faite de tests, d'échecs, de réussites et parfois de nouveaux échecs alors qu'on avait réussi la fois d'avant. À titre personnel, il m'a fallu un week-end avant d'obtenir une impression correcte. Et pas loin de 3 voire 4 essais. C'est comme ça qu'on apprend. Mais ça peut être frustrant au début et je connais certaines personnes qui, eux, ont mis encore plus de temps, qui n'ont pas eu les résultats qu'ils espéraient. Et du coup, l'imprimante, elle est restée très longtemps sans servir sur le côté. Et c'est en discutant avec eux ils ont repris, ils ont compris leurs erreurs avec les échecs des autres et maintenant se relancent sur l'impression. Mais ça peut être décourageant si on croit qu'on va réussir du premier coup en quelques minutes. Ça, c'est pas possible. Et pourtant, j'avais étudié le truc avant de me lancer, hein, mais il y a la théorie et il y a la pratique. Alors pour faire rapide, vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Je crois que je suis passé par toutes les phases et toutes les bêtises de manipulation, pas de bêtises graves, possibles et inimaginables. Alors il faut savoir que de toute manière, lorsque vous récupérez un fichier STL, il faut le préparer. Alors pour le préparer, il faut utiliser un logiciel qui va vous permettre donc de préparer le fichier, qu'on appelle un slicer. Je ferai une vidéo consacrée à différents types de slicers et un en particulier, hein, celui que j'utilise qui est Litchi Slicer. Mais en gros, il faut savoir que lorsqu'on fait une impression 3D, il y a une chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est la physique. Voilà, il y a des lois de physique qu'on ne peut pas
qu'on ne peut pas contourner. Et les deux lois de physique qu'il faut garder à tout prix à l'esprit lorsqu'on fait de l'impression 3D, c'est la force de gravité et l'effet ventouse. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, mais sans aller trop dans le détail, puisque j'aborderai ça lorsque je ferai ma vidéo sur le slicer. Mais en gros, la gravité, c'est simplement qu'une impression 3D, vous allez imprimer à l'envers. Hein. Le plateau se soulève et votre objet se trouve à l'envers, sous le plateau, et va se constituer couche par couche en remontant. Et donc, pour que quelque chose soit fabriqué et tienne, il faut absolument qu'il soit rattaché soit à ce qui est déjà imprimé, soit au plateau. Donc, ce qui fait que on a besoin de mettre des supports pour des éléments qui vont aller sur les côtés. Par exemple, une figurine qui a les bras écartés, il va falloir mettre des supports pour rattacher les bras au plateau. Ce genre de choses, sinon, l'impression ne va pas se faire correctement, le morceau va bien être créé, va être polymérisé, mais au lieu d'être attaché à votre élément qui, lui, déjà est constitué, ça va rester au fond de votre bac. Donc ça, c'est la gravité, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas rattaché au plateau restera au fond du bac, ou sera déformé. Enfin, il y a des tas de petites choses comme ça. On reviendra là-dessus plus en détail lorsque je vous ferai la vidéo sur le slicer. Et l'autre élément qu'il faut tenir en compte, c'est l'effet ventouse. C'est-à-dire que votre plateau, il va être au contact avec votre FEP, votre FEP. La lumière va être diffusée, la couche va être constituée et votre plateau va devoir se soulever pour pouvoir laisser la place à la prochaine couche. Donc en fait, il se soulève un peu, égoutte un peu de résine et redescend. Donc une impression, ça fait toujours comme ça, au fur et à mesure, couche après couche. Et au moment où la polymérisation se fait, ça colle au film et donc le plateau doit se soulever et décoller la partie qui vient d'être créée du FEP, mais sans se décoller également du plateau. Donc il y a quelques règles à respecter pour que ça tienne bien au plateau et moins au film. Et l'autre point aussi qu'il faut... donc ça c'est le premier effet ventouse. Et le deuxième effet ventouse qui peut arriver également, donc on va dire que ça c'est un effet colle, et vous avez un effet ventouse, c'est lorsque vous créez des pièces creuses. Faites une expérience toute bête, vous prenez un récipient avec de l'eau, vous prenez un verre, vous le remplissez d'eau, vous le retournez et vous essayez de le soulever de l'eau. Et vous allez voir qu'en fait l'eau reste dans le verre, et c'est quand le verre va sortir complètement du récipient que l'eau contenue à l'intérieur va couler. En effet, la présence de liquide dans le verre va créer un effet ventouse. Et vous avez exactement le même phénomène avec votre résine liquide. Lorsque vous avez votre pièce creuse qui remonte, la résine à l'intérieur reste prisonnière à l'intérieur, et lorsque le plateau monte pour dégager la pièce, vous avez cet effet donc ventouse exactement le même. C'est pour ça qu'on crée des trous. Ça c'est pareil, je reviendrai dessus plus en détail dans ma vidéo sur le slicer. C'est pour ça qu'on crée des trous pour créer une circulation d'air, pour que lorsque la pièce monte, l'air puisse pénétrer et donc la résine s'écoule. Et vous n'avez pas cet effet ventouse, vous n'avez plus que l'effet colle contre le FEP. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut garder à l'esprit lorsque vous préparez vos fichiers. Et moi, très clairement, ça fait partie des erreurs que j'ai commises au début. C'est-à-dire que lors de ma première impression, j'étais tout content, je mets mes fichiers, je lance mon impression, j'attends un moment, voire même très longtemps, parce que j'avais gardé les paramètres par défaut de l'imprimante. Et quand ça s'est terminé, je suis allé voir mon impression, et en fait, sur le plateau, il n'y avait rien du tout. Mais quand je dis rien, c'est rien, mais voilà. Et quand j'ai vidé ma résine, j'ai trouvé ce qu'on appelle les galettes, hein, c'est-à-dire mes impressions, mais tout au même niveau, hein, puisque ça fait polymériser au même moment, au fond du bac. Alors ça, c'est dû au fait que pour que les pièces accrochent correctement au plateau, il faut que les premières couches
soient plus exposées que les autres couches, pour qu'elles soient plus dures, qu'elles soient plus résistantes et qu'elles accrochent beaucoup mieux au support. C'est ce que je vous expliquais dans les paramètres de l'imprimante. Vous avez la durée d'exposition des premières couches et le nombre de couches qu'on veut surexposer. Donc généralement, les premières couches, on les surexpose pour qu'elles accrochent bien au plateau. Ce que je n'avais pas fait. Donc première erreur. Je rectifie cette erreur-là. Je lance une nouvelle impression et là, l'impression se termine et j'ai de magnifiques supports. En fait, les supports avaient bien accroché au plateau, ça n'a pas de souci. Sauf qu'à un moment de l'impression, mes supports étaient soit mal placés, soit trop petits, pas suffisamment gros donc pour accrocher la figurine. Et quand le plateau s'est soulevé, donc après un moment, hein, parce que les premiers supports étaient imprimés, quand le plateau s'est soulevé, il y a eu un tel effet de colle ou de ventouse que le plateau s'est soulevé, mais la pièce qui était fixée au plateau, à savoir les supports, est restée sur le plateau, et la pièce qui, elle, était en train de polymériser, s'est décrochée des supports et est restée au fond du bac. Ce qui fait que j'avais tous mes supports, hein, je vous mets des photos, tous les supports qui étaient bien faits, mais par contre ma figurine était restée au fond du bac. Donc ça c'est le deuxième point qu'on apprend, c'est utiliser quelle taille de support à quel endroit pour être à peu près sûr que ça tienne. Donc, deuxième échec. Après, je crois que j'ai eu d'autres soucis par rapport au placement des supports. Justement, je vous parlais qu'il fallait placer des supports à des endroits qui apparaissent lors de l'impression et qui ont absolument besoin d'être rattachés au plateau. Donc, c'est ce qu'on appelle des îlots. C'est pareil, je vous illustrerai ça lors de la vidéo sur la création des supports sur le slicer. Mais donc je me suis retrouvé avec des pièces qui soit étaient déformées, soit mal imprimées, parce que je n'avais pas placé des supports aux bons endroits, au bon endroit, pardon. L'exemple le plus parlant, c'est le petit buste de Viking, où j'avais placé des supports partout, sauf sur une des deux couettes. J'avais oublié de mettre des supports à certains endroits. Mais j'en avais mis à d'autres, et en fait les pièces, il y a un îlot qui n'était pas supporté lorsqu'il a commencé à être constitué, ce qui fait qu'il est resté au fond du bac, et la couette ne s'est pas du tout, alors elle s'est polymérisée mais au fond du bac, donc j'avais une pièce incomplète. Donc il y a ce type d'échec aussi qui arrive. Et l'autre truc aussi qu'on apprend en imprimant, c'est que sur une imprimante résine, la durée d'impression va dépendre de la hauteur que vous allez avoir à imprimer. Plus l'objet sera haut, bien évidemment, plus ça sera long. Et le truc tout bête qui peut aider, et c'est pour ça que vous allez lire souvent ça sur les forums, c'est qu'un objet qui a une certaine hauteur, pour réduire sa hauteur d'impression, il suffit de le pencher, de l'orienter à, alors généralement on dit entre 30 et 45 degrés. Alors ça a plusieurs raisons, mais celle-ci qui est de réduire le temps d'impression, parce que du coup, il sera moins haut. Donc votre durée d'impression sera dépendante de l'objet le plus haut que vous avez sur le plateau, et non pas du nombre d'objets que vous avez sur le plateau. Ça c'est également l'autre avantage de l'impression résine, par rapport à l'impression à dépôt de filament, c'est que l'impression à dépôt de filament, si vous imprimez un objet et que, alors là c'est juste à titre d'exemple, hein, c'est totalement irréaliste, hein, mais vous avez pour 5 minutes d'impression, si vous imprimez 2 objets, on va doubler, voire même plus que doubler le temps d'impression, parce que la tête, c'est une tête qui se déplace, hein, vous avez un mouvement mécanique, donc il va avoir le temps d'impression d'une pièce, le temps d'impression de l'autre pièce. Alors même s'il fait couche par couche, il faut quand même qu'il imprime les 2 pièces l'une après l'autre, plus le temps de déplacement. Donc on fait plus que doubler le temps. L'impression résine, en fait, toutes les couches se font instantanément, enfin, la même couche de toutes les pièces, pour être plus précis, se fait instantanément au même moment. Donc ce n'est pas le nombre. Que vous ayez une pièce de 500 couches ou 10 pièces de 500 couches, ça mettra le même temps. Par contre, si vous avez une pièce de 250 couches
et une pièce de 500 couches, eh ben, c'est évidemment la pièce de 500 couches qui va donner le temps d'impression total. Donc ça, c'est l'avantage de l'impression résine. Et puisqu'on en est toujours aux avantages, bah, l'autre avantage de l'impression résine, c'est la finesse d'impression. Comme je le disais, certaines imprimantes, moi la mienne, elle est donnée pour descendre jusqu'à 10 microns. Je ne le ferai pas, parce que par contre, plus la couche est fine, plus il y a de couches, pour une même pièce, hein, évidemment. Vous êtes bien conscient qu'une pièce qui a 500 couches à 50 microns, si vous passez à 25 microns, vous vous retrouvez à 1000 couches pour la même pièce. Parce que la couche est 2 fois plus petite, vous avez 2 fois plus de couches. Donc vous doublez votre temps d'impression. Donc en fonction de ce qu'on veut faire et des résultats qu'on veut, on va jouer sur les épaisseurs de couches. Moi généralement j'imprime à 50 microns et ça me suffit. Après des choses très précises ou des petites figurines, peut-être que du 25 microns ça serait plus adapté, mais pour l'instant moi j'imprime à 50 microns. Donc ça c'est pour les avantages de l'impression 3D. Les autres choses aussi auxquelles on ne pense pas forcément lorsqu'on imprime à la résine, c'est qu'une imprimante 3D à dépôt de filament, une fois que l'impression est faite, on retire les supports, on ponce un peu. Alors, pareil, je caricature, mais bon, l'idée elle est là. Et c'est terminé, vous avez votre pièce. Vous pouvez la mettre en peinture, vous pouvez la bidouiller ou l'assembler derrière, faire d'autres choses avec, mais voilà, votre impression elle est faite. Quand la tête d'impression a terminé son travail, on va dire que votre impression est finie à 95%. Il y a juste à nettoyer, retirer les supports si vous en avez mis. Dans le cas de l'impression 3D résine, non, c'est un peu différent. Vous avez pas mal de travail de post-traitement qui est contraignant, qui est salissant et qui demande du matériel. Comme je vous expliquais, l'impression résine, une fois que le plateau a terminé et que vous avez votre objet sur le plateau, il n'est pas propre. Il y a la résine qui a polymérisé, qui a formé la pièce, mais par contre, étant donné qu'il trempe dans de la résine liquide, vous avez de la résine qui dégouline de la pièce en permanence, qui reste dessus. Il faut se débarrasser de cette résine. Donc dans un premier temps, moi ce que je fais, c'est une fois que l'impression est terminée, j'attends un petit peu, que ça s'égoutte. Mais même comme ça ne suffira pas. Il faut nettoyer les pièces avec de l'alcool. Nettoyer les pièces avec de l'alcool. Si vous utilisez une résine dite classique, il faut nettoyer les pièces avec de l'alcool. Alors soit avec de l'alcool à 95 degrés, qu'on peut trouver en boutique de bricolage, soit avec de l'alcool à brûler. Certains utilisent du bioéthanol. Mais bon, vu le prix des carburants actuellement, c'est peut-être pas forcément ce qui est le meilleur marché. Pareil, je sais que certains utilisent du pétrole désaromatisé. Sinon, ce qui est très conseillé également, c'est l'alcool isopropylique, qui est de l'alcool à 99 degrés, 99%. Mais l'alcool à 95 degrés que vous trouvez en boutique de bricolage, alors je parle bien de l'alcool à 95 degrés, l'alcool ménager classique, c'est de l'alcool à 75 voire 78 degrés. Ça ne fait pas l'affaire. Il faut vraiment au moins de l'alcool à 90-95. Ça, c'est bon. Alors, le nettoyage classique, vous prenez votre pièce après l'avoir décollée du plateau. Vous trempez votre pièce dans l'alcool isopropylique, n'oubliez pas, toujours avec des gants. Et vous nettoyez votre pièce soit dans un bac à ultrasons, si vous avez ça, c'est ce qui est vraiment bien. Soit vous le mettez dans le bac avec un couvercle et vous le secouez un petit moment et vous retirez votre pièce, vous la séchez. Et l'idéal même, c'est de reprendre un deuxième bain avec de l'alcool propre et vous réitérez l'opération. Donc votre pièce est propre. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez nettoyé votre pièce, en fait la résine elle n'est pas encore complètement prise. Elle a sa forme, elle est dure, mais elle n'est pas encore entièrement polymérisée. Pour la polymériser davantage, il faut l'exposer à des UV. Donc il existe des machines spéciales pour ça, ça fait comme une mini cabine de bronzage. Vous mettez votre pièce et elle est exposée à des UV avec un minuteur et un plateau tournant.
L'autre solution pour les toutes petites pièces, il existe des lampes UV et certaines personnes fabriquent leur propre cabine UV avec une boîte complètement hermétique. Donc ils tapissent les bords de la boîte avec ces lampes UV. Au milieu, ils mettent un petit plateau tournant qui va tourner soit avec des piles, soit avec de la lumière, hein, puisqu'il y a ces espèces de panneaux photovoltaïques qui font que ça tourne. Hein. On trouve ça sur des sites type Wish, AliExpress, même Amazon. Et donc ils mettent leurs pièces à l'intérieur, referment, mettent le courant, mettent le minuteur et ça fait l'affaire. Et donc on a la pièce qui cette fois-ci, au bout de plusieurs minutes, est exposée sur toutes ses faces et cette fois-ci polymérisée et terminée. Donc il y a quand même des phases de post-traitement derrière les impressions qui sont, je dirais pas relativement lourdes, mais auxquelles il faut penser. Hein, parce que derrière, quand on retire une pièce qu'on vient d'imprimer, de la résine, même si on a goûté, il y a quand même de la résine qui goûte, on peut en foutre partout, ça consomme énormément de papier essuie-tout, hein, parce qu'on pose la pièce sur le papier essuie-tout, on nettoie le plateau, la spatule qui a servi, parce que ça aussi je vous parlerai du matériel qu'il faut avoir en parallèle de l'imprimante. La spatule qu'il a fallu pour décoller la pièce, faut la nettoyer. Faut nettoyer le bac à résine, hein, nettoyer le FEP. Bon, voilà. Donc, faut de l'alcool, des spatules, du papier essuie-tout. Voilà, faut quand même du matériel à côté. Voilà. Donc, faut bien garder tout ça à l'esprit lorsqu'on se lance dans l'impression 3D. Moi, pour ma part, pour faire le post-traitement de l'impression, je possède une machine qu'on appelle, à raison de nom générique, de Wash and Cure. Ce sont des machines qui ont double emploi. Il y a un bac en plastique, genre tupperware géant, on va dire, dans lequel on met l'alcool isopropylique. À l'intérieur, tout en bas, il y a une espèce de petite hélice, et lorsqu'on la met sur son socle, l'hélice est entraînée par un aimant. Ça fait un peu les mélangeurs qu'on avait en salle de chimie lorsqu'on était au lycée ou à la fac. Et donc la petite hélice va brasser le liquide qui va nettoyer la pièce, et en fonction de la durée que vous avez mis sur le minuteur, ça va tourner dans un sens puis après dans l'autre. Une fois que vous avez nettoyé votre pièce, vous retirez le bac avec l'alcool, vous retirez votre pièce, et à l'endroit où il y a le bac, on peut mettre un plateau qui se fixe au même endroit, qui tient avec des aimants. Hein. Vous mettez votre pièce sur ce plateau et il y a des lampes UV qui sont également sur une rampe de cette machine. Vous remettez le couvercle et vous pouvez donc faire votre exposition aux UV avec la même machine. Donc ça facilite pas mal les choses, moi j'en possède une. Il faut savoir quand même que chaque marque est propriétaire de son système de fixation. Donc moi par exemple, j'ai une imprimante de marque Creality et j'ai une machine Wash and Cure et Lego. Et du coup je ne peux pas démonter le plateau de mon imprimante pour le fixer directement sur la machine de nettoyage. Je suis obligé de décoller mes objets pour les mettre dans une espèce de panier, un peu comme un panier à frites, pour pouvoir les mettre dans la machine. C'est pareil, je ferai sans doute une vidéo pour vous présenter cette machine et ses avantages et ses inconvénients. Ça a plus d'avantages que d'inconvénients quand même, je dois l'admettre. Donc voilà pour les éléments que j'ai dû acquérir, l'expérience également que j'ai dû acquérir pour pouvoir faire des impressions correctes. Et encore aujourd'hui, la difficulté lorsque on doit faire une impression 3D, c'est la préparation du fichier. Où est-ce que je place mes supports, comment je place ma figurine, quelle taille également, quelle quantité de résine. Enfin voilà, à chaque impression, on se pose quand même les bonnes questions pour pouvoir réussir son impression. C'est pas du tout automatique et inné. Donc c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'insurmontable, hein, la preuve. Hein. J'utilise mon imprimante régulièrement, enfin moins
dernièrement, mais c'est pas parce que je veux plus imprimer, c'est juste que j'ai tellement imprimé de choses avec mes essais et puis différentes choses que là j'ai un peu levé le pied, le temps de monter, peindre et de finir tout ce que j'ai commencé avant d'imprimer d'autres choses, parce que sinon je vais avoir un stock de pièces imprimées aussi gros que mon stock de maquettes qui attend d'être fait et ça va pas être possible. L'avantage des fichiers STL par rapport aux boîtes de maquettes, c'est que tant que c'est pas imprimé, ça prend pas de place. Hein, c'est sur un disque dur et puis on n'en parle plus, ça c'est bien, c'est l'avantage. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous présenter le matériel que j'ai moi en parallèle pour pouvoir, je vous disais, hein, la wash and cure, les spatules, et la résine que j'utilise ainsi que l'alcool que j'utilise. Très rapidement, je vous présente ça pour que vous voyez ce qu'il vous faut. Alors, côté matériel, on va dire le matériel de base. Bon, alors d'abord, ce qu'il faut évidemment, c'est de la résine. Donc, moi, c'est de la résine alors de marque Anycubic. Hein, c'est de la résine classique, grise. Donc qui se nettoie à l'alcool. J'ai pris celle-là parce que j'avais lu de bons retours sur cette résine et qu'elle était pas trop chère quand je l'ai trouvée. Alors les résines, il faut savoir que suivant la couleur de résine, suivant la marque de résine, vous n'allez pas avoir les mêmes temps d'exposition qui vont être conseillés. Donc généralement c'est marqué sur la bouteille. Là par exemple sur celle-ci, là si je regarde là, ça donc voilà, ils disent que les premières couches doivent avoir une exposition de 20 à 80 secondes et ensuite les autres couches de 3 à 15 secondes. Alors ils sont larges, hein, puisque moi je vous dis j'ai des expositions plutôt de 45, je crois 40, même pas 35 secondes je crois pour les premières couches et après je suis à 4 secondes. Hein, pour les couches classiques. Donc, bon, et d'autres conseils, hein, évidemment, on revient. Hein, ils disent qu'il faut porter des gants, un masque, puis ça peut provoquer des allergies sur la peau, bien entendu. Et ils disent que bon, l'idéal pour l'utiliser, c'est 25-30 degrés. Maintenant, il ne fait pas 25 ou 30 degrés dans mon bureau et ça fonctionne quand même très bien. Donc ça, voilà, la base, il faut de la résine. Alors cette résine-là, c'est comme je vous disais, c'est une résine classique. Elle se nettoie à l'alcool. Mais il existe également des résines qui se nettoient à l'eau. J'ai jamais essayé. On n'a pas beaucoup de recul par rapport à ce type de produit, mais pour ce que j'en ai lu, c'est pas mauvais. La seule chose qui est qu'on lit un petit peu partout, c'est qu'elles sont par contre beaucoup plus cassantes que ces résines-là, une fois polymérisées. Donc là pour la résine. Alors puisqu'on parlait de nettoyage, l'alcool ménager, donc comme je vous disais, moi je prends de l'alcool ménager supérieur à 95 degrés que je trouve en magasin de bricolage. Sinon vous pouvez prendre également de l'alcool isopropylique, hein, on trouve ça sur les sites, les drogueries sur internet. Hein. Alors ça c'est pareil, hein, vous allez en consommer pas mal, puisque ça sert à nettoyer les pièces que vous avez imprimées, mais également à nettoyer le bac de l'imprimante. Ça sert également à nettoyer les outils, à nettoyer le pinceau qui sert à nettoyer le bac. Enfin, ça, une grosse consommation. Hein. C'est pour ça que je suis plus parti sur de l'alcool ménager supérieur. Le bidon de 5 litres, j'avais dû le payer moins de 20 €. Donc ça faisait moins de 5 € le litre, même largement moins de mémoire. J'avais dû le payer même 15 € le bidon. Donc c'est beaucoup moins cher que l'alcool isopropylique qu'on trouve habituellement et ça fait parfaitement l'affaire. Alors ce qu'on se sert également très régulièrement, ce sont les spatules. Les spatules vont servir essentiellement à décoller les pièces qui sont sur le plateau d'impression. Alors la spatule qui est fournie avec l'imprimante, c'est celle-ci.
J'ai utilisé celle-ci au début, mais elle est quand même assez épaisse et pas forcément optimisée. Et on m'a conseillé ce lot de spatules. Voilà, hein, il y en a deux. Il y en a une petite qui est bien sympa, qui est pas épaisse, hein, qui glisse bien sous les pièces. Et ensuite, vous avez également cette spatule-là, un peu plus résistante pour vraiment les grosses pièces ou les pièces plates type dessous de verre, hein, que j'ai créé. J'ai utilisé cette spatule-là pour les décoller. Et c'est vraiment mieux que ça, hein. Ça abîme le plateau. J'ai jamais eu de soucis avec ces spatules-là. Donc voilà, spatule, c'est également indispensable, hein, sinon vous ne pouvez pas décoller vos pièces du plateau. J'en parlais tout à l'heure, les gants, indispensables, hein. J'en ai toujours une paire qui est prête à être utilisée et j'en ai une boîte, hein, bien sûr, hein. Ça se vend par 100, ça vaut une dizaine d'euros la boîte de 100. Donc jetables, hein, je les utilise qu'une fois puis après je les jette. Et une autre chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est voilà, c'est un entonnoir et un entonnoir qui comporte un filtre. Parce qu'une fois que vous avez fini d'imprimer vos pièces, il reste de la résine au fond du bac de l'imprimante. Et donc cette résine, on ne va pas l'acheter, bien évidemment. On va la remettre dans la bouteille d'origine, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait des petits morceaux de résine qui est polymérisé, qui flottent dans le bac, et d'autant plus si votre impression a raté. Et dans ce cas-là, on filtre avec cet entonnoir donc en silicone et ce filtre en métal. Et donc c'est très facile de nettoyage après. Alors sinon, ce qui est utilisé aussi parfois, ce sont des filtres à peinture. Voilà, alors les filtres à peinture, ça se présente comme ça, hein. C'est un filtre papier avec au fond un maillage, hein. C'est des petites mailles toutes fines qui sont là. Mais bon, ça le problème, alors j'en avais 4 ou 5 de livrés avec l'imprimante, je crois. Donc il m'en reste qu'un. Mais le problème, voilà, c'est que c'est jetable. C'est très bien, mais c'est jetable, on l'utilise qu'une fois et puis on les jette. Alors donc, ça s'achète par paquet de 10 ou 200, je crois. Mais moi j'ai préféré utiliser donc quelque chose qui se nettoie, donc ce type de matériel là. Et l'autre élément que je ne vous ai pas présenté là, parce qu'elle est rangée et ça va être un peu compliqué de la poser sur le bureau, c'est la machine qui sert à nettoyer et polymériser mes pièces, hein. Je vous en mets une photo ici. Et je pense que pareil, je vais consacrer une vidéo très rapide à l'utilisation de cette machine. Pour ça, il faut que j'imprime quelque chose. Donc, quand l'occasion se présentera, je ferai donc une présentation de cette machine, donc Wash and Pour. Mais voilà, c'est à peu près le minimum qu'il faut. Alors, l'autre truc que j'ai pas et qu'il faut que je m'achète, parce que c'est quand même bien pratique, c'est un espèce de tapis en silicone, qui me permettrait de poser mes pièces et autres, parce que actuellement ce que j'utilise énormément, voilà, c'est ça, hein, le sopalin. Alors ça c'est pareil, hein, c'est comme l'alcool, vous allez en avoir une consommation mais infernale, d'autant plus, c'est pour ça aussi que je vais acheter le tapis en silicone, parce que ça se nettoie bien, parce que pour l'instant je pose du sopalin soit sur le bureau ou soit devant l'imprimante pour poser mes pièces, pour éviter de mettre de la résine partout. Et pour pas que ça passe à travers, je mets plusieurs couches de sopalin et donc ça consomme pas mal. C'est pas, alors déjà l'impression 3D c'est pas écologique du tout, mais alors là encore moins. Donc il reste encore voilà ces espèces de tapis en silicone pour protéger les zones de travail. C'est ce qui me manque, ça il va falloir que j'investisse dedans. Sinon voilà, vous avez l'ensemble du matériel vraiment de base pour pouvoir imprimer en toute tranquillité. Alors au final, l'imprimante 3D, bonne chose ou mauvaise chose? En tout cas, en ce qui concerne la résine. Et au final, moi je dirais plutôt bonne chose. Il n'existe pas de toute manière de solution miracle où tout est génial, tout est facile. Si, hein, on veut pas s'embêter, on veut quelque chose de facile, on va à la boutique, on achète une résine pré-peinte, pré-montée, et on la pose dans la vitrine. Pareil pour les maquettes, on achète des die-cast ou des jouets, et voilà. Bon. Mais là, on est entre personnes qui a comme loisir la peinture, l'assemblage, le bidouillage, le ponçage, voilà, on aime ça.
Donc, c'est pas se casser un peu la tête, c'est pas, ça fait partie du jeu, je trouve. Donc, à ce tarif-là, oui, une imprimante 3D a ses défauts, ses inconvénients, mais aussi pas mal d'avantages. Et puis, on peut bidouiller, on n'est pas non plus obligé de prendre des fichiers STL tout faits. On peut essayer de bidouiller sur divers logiciels, hein, ou même modifier les fichiers STL qui existent. Ce qui va me permettre d'ouvrir une parenthèse à laquelle je n'avais pas pensé, le droit d'auteur, le droit de propriété intellectuelle. L'impression 3D a fait remonter à la surface un problème qu'on avait rencontré, nous, quand on était jeunes, avec l'apparition des premiers graveurs de CD. Hein, il y avait eu toute une vague de piratage, de le graveur c'est pas bien, l'industrie du disque va complètement se casser la figure, ça va disparaître à cause des pirates et autres. Bon, on va pas se leurrer, ça a fait du mal à l'industrie musicale, le gravage de CD. Et cette histoire est revenue, enfin ces sujets d'inquiétude sont revenus avec les impressions 3D. Si tout le monde commence à imprimer n'importe quoi, les auteurs, les créateurs vont perdre dans cette histoire. Et c'est vrai que quand on se balade sur les sites où on peut avoir des fichiers STL, qu'ils soient gratuits ou payants, on trouve un grand nombre de fichiers STL, de personnages ou de sujets normalement soumis à licence, Dragon Ball, Assassin's Creed, Gundam, celui que j'ai imprimé la dernière fois, hein, normalement c'est soumis à licence. Là on voit bien que c'est une création entre guillemets amateur, mais bon, normalement c'est soumis à licence. Un tas de choses comme ça, et il ne faut pas rêver, à mon avis, les auteurs ou les ayants droit ne voient jamais le moindre centime de ce que vous payez lorsque vous faites l'acquisition d'un tel STL. Derrière, d'autres personnes qui créent leur propre STL, qui créent leur propre figurine. Personnellement, moi j'en suis un sur YouTube, hein, c'est Esquisse Miniature, qui a d'ailleurs abordé ce sujet de propriété intellectuelle plusieurs fois, et qui créent donc et qui mettent à disposition des STL, moyennant finance, d'autres le font gratuitement, mais ce sont leurs productions. À côté de ça, comme je vous dis, on trouve pléthore de soi-disant boutiques virtuelles avec des STL. Alors c'est amusant parce qu'on trouve le même STL dans plein de boutiques différentes. On le trouve à différents prix. On le trouve même parfois gratuitement. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est que par contre, il est diffusé sans licence. Parfois, ce sont des créations à partir de licences existantes. Alors c'est amusant parce que c'est jamais le vrai nom. Ou des fois, ce sont carrément des copies de figurines ou de statues existantes. Et là, on tombe sur l'autre sujet où moi, je suis un peu plus nuancé. C'est que si c'est une création originale, mais qui est introuvable, et qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'avoir, et qu'à la limite, on fait du mal à personne, puisque, de mon point de vue, les auteurs seront sûrement pas, et les créateurs seront sûrement pas d'accord avec moi, mais de mon point de vue, une figurine qui est introuvable, qui a été tirée à... je vais dire n'importe quoi, 2500 exemplaires, les 2500 exemplaires sont vendus, la société qui avait décidé de créer cette œuvre, elle est rentrée dans ses frais, elle a fait le bénéfice qu'elle voulait faire, voilà, le trouver ou en faire une copie du moment que c'est pas commercial, ça permet à ceux qui ont loupé le coche ou qui n'avaient pas les moyens de s'acheter le truc d'origine, d'acquérir cet objet. Personnellement, ça m'est arrivé. Après, je suis conscient que j'aurai pas la qualité de l'original, d'autant plus que c'est moi qui le fais. Et je ne vole personne. Par contre, là où je suis pas d'accord, et où je suis beaucoup plus nuancé, c'est quand les gens gagnent de l'argent avec ces copies. Là, on peut se poser des questions. Donc, faire quand même attention lorsque vous téléchargez et imprimez des objets, gardez à l'esprit que vous pouvez être assimilé à faire des copies non autorisées ou être complice de diffusion de copies non autorisées. Donc, voilà, fermeture de la parenthèse à ce sujet. Et donc je reviens sur, oui, l'impression 3D, c'est sympa, ça se donne ces possibilités-là. Maintenant, les défauts, comme je vous disais, ne pas oublier que ça reste quelque chose qui est relativement dangereux. Hein, on revient sur les conseils que je vous ai donnés au début. C'est quelque chose qui est pas si facile que ça à maîtriser.
il y aura des échecs, gardez à l'esprit que vous aurez des échecs, et même après X impressions, vous pouvez encore échouer, un support mal placé, un temps d'exposition mal évalué, le FEP qui se plie au beau milieu d'une impression et du coup le reste de l'impression est raté. Hein. Imaginez, vous avez une impression de 4 heures, le FEP il a un souci où il se détend, où il s'abîme dans les 2 premières heures, le reste de votre impression est raté, vous avez gâché et de la résine et du temps. Voilà, ça on n'est pas à l'abri de ça, même les plus expérimentés ça peut leur arriver. Hein. Voilà. Et le post-traitement qui est relativement lourd, que ce soit le post-traitement après l'impression, donc le nettoyage et la polymérisation, et également dans certains cas, même dans la majorité des cas, vous avez encore du travail sur votre impression, de ponçage, combler les marques laissées par les supports, pour obtenir quelque chose de sympa et de correct avant de pouvoir assembler, mettre en peinture et exposer. Hein, n'oublions pas, c'est des couches, donc dès que vous avez un arrondi, ça fait un effet escalier hein, sur le bord de l'arrondi. C'est pour ça que l'angle de la figurine aussi, ou de l'objet, lorsque vous l'imprimez, ça rentre en ligne de compte, mais là c'est vraiment des détails très pointus. Que je ne maîtrise pas déjà et que j'aborderai de nouveau, je me répète, sur les vidéos dédiées à la préparation de l'impression 3D. Mais moi je suis particulièrement content de l'investissement que j'ai fait. Est-ce qu'on fait des économies avec de l'impression 3D? Oui. De grosses économies? Non. Clairement non. Il y a l'achat de l'imprimante, donc qui peut être amorti au bout d'un certain temps. L'achat de la résine, n'oublions pas qu'un bidon de résine c'est en moyenne entre 30 et 40 € le litre, donc c'est quand même pas un achat anodin. Vous avez l'alcool isopropylique hein, derrière, vous avez tout le petit matériel, mais bon, une fois que c'est acheté, c'est acheté. Par exemple, quand vous imprimez, vous avez une estimation de la résine, de quantité de résine utilisée, et derrière l'équivalent en ce que ça vous coûte. Mais il faut savoir que l'impression, elle ne s'arrête pas là. D'abord, vous avez toute la résine que vous allez perdre parce qu'elle est sur que vous devez nettoyer. Cette résine-là n'est pas comptabilisée par le logiciel. L'électricité utilisée par votre machine n'est pas non plus comptabilisée par le logiciel. Donc, je pense qu'on s'y retrouve financièrement dans certains cas. Mais on ne gagne pas forcément d'argent. Et puis, encore une fois, moi l'impression 3D, c'est pas pour copier des choses existantes que je l'ai acquise, c'est plutôt dans un premier temps pour obtenir des choses que je ne pourrais pas avoir autrement. Et puis derrière, je ne désespère pas de maîtriser la conception 3D suffisamment pour pouvoir faire mes propres objets moi-même. J'en ai fait certains, hein. J'ai déjà fait des trucs basiques, genre dessous de verre. J'ai comme projet également de faire des socles pour certaines maquettes qui sont derrière, et également des petits panneaux de présentation avec le logo de la série dont est issue la maquette et éventuellement le nom du modèle exposé. Donc ça, c'est pas hyper compliqué à faire, et du coup ça je peux le faire en impression 3D sans difficulté. Voilà, c'est une vidéo qui a été assez longue, mais j'avais pas mal de choses à dire parce que il y a certains points, je trouve, qui ne sont pas suffisamment soulignés dans les reviews des gens qui sont aguerris aux impressions 3D, et également des points de vue qui ne sont pas des points de vue de débutants, donc qui peut-être n'appuient pas sur certaines difficultés que j'ai pu rencontrer, ou que d'autres personnes qui ne sont pas encore lancées dans l'impression 3D pourraient rencontrer. Et j'espère avoir répondu à un certain nombre d'interrogations que vous pourriez vous poser. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si je suis dans la mesure de vous répondre, je n'hésiterai pas, la section commentaires est là pour ça. Je vous mets également en lien, bien que j'ai aucun partenariat avec Amazon, quand même les liens de la résine que j'utilise, ainsi que du lot de spatules, qui est très bien, franchement très bien, et qui m'ont été d'ailleurs conseillés par un autre youtubeur, hein, c'est Polyworkshop je crois, qui est très bien, hein. Je vous conseille cette chaîne, tiens, je vous mettrai le lien aussi, hein. Il fait des reviews sur pas mal de choses, les imprimantes 3D,
filaire et résine, et également les logiciels de conception. Et il fait également des reviews, dernièrement il a fait sur une machine pour découper au laser. Et puis d'un autre côté, il connaît très bien les cheese slicers, simplement parce qu'il travaille pour la société qui édite les cheese slicers, pardon. Donc voilà, je vais m'arrêter là, hein, c'est déjà pas mal, je vous ai dit beaucoup de choses. Si tout ça vous a donné envie, lancez-vous. Hein, je vous conseille, pour se faire son idée, le mieux c'est de se lancer, mais en connaissance de cause, hein, pour pas, encore une fois je vous dis, hein, baisser les bras au bout de quelques impressions et laisser l'imprimante de côté. Donc lancez-vous, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt pour une présentation d'une résine 3D que j'ai imprimée et peinte pour mon fils. À bientôt!